Trump a envahi le Venezuela, a capturé Maduro, a déployé la marine la plus puissante du monde et a annoncé que les États-Unis contrôlèrent tout le pétrole vénézuélien. Il a célébré comme s'il avait gagné la loterie géopolitique la plus grande du siècle. Et pendant que Trump célèbre, Vladimir Poutine s'est assis au Kremlin avec un sourire que seuls ont les hommes qui savent quelque chose que leur adversaire ignore parce que Poutine avait déjà gagné cette partie des années avant même que Trump ne pense à envahir, avant même que la première botte américaine ne touche le sol vénézuélien. Poutine s'était déjà emparé du gros lot. Les contrats, les droits, les champs pétrolifères les plus productifs, tout signé, scellé, protégé par le droit international, blindé jusqu'en 2041. Trump est arrivé au Venezuela en pensant qu'il trouverait un trésor. Ce qu'il a trouvé, c'est un coffre-fort vide avec une note qui disait Propriété de la Fédération de Russie, merci pour votre visite. Les États-Unis se rendent non pas parce qu'ils ont perdu une bataille, parce qu'ils n'ont jamais eu la moindre chance de la gagner. Poutine a pris tout le pétrole avant même que Trump ne sache qu'il y avait un jeu. Bien! Aujourd'hui, je vais vous montrer la jugada maestra que personne n'explique. Comment la Russie s'est emparée du pétrole vénézuélien pendant que Washington dormait et pourquoi Trump, avec toute sa puissance militaire, ne peut que regarder pendant que Poutine encaisse les dividendes. Laissez-moi commencer par les chiffres que aucun média américain ne veut montrer. Le Venezuela possède les réserves de pétrole les plus grandes de la planète. 3 000, 4 000 millions de barils, plus que l'Arabie saoudite, plus que l'Iran, plus que l'Irak, plus que n'importe quel autre pays dans l'histoire de l'humanité. Ces réserves valent au prix actuel environ 25 billions de dollars. 25 billions avec un B de brutal. Et voici la partie que Trump ne veut pas que vous sachiez. En novembre 2025, à peine 2 mois avant l'invasion américaine, l'Assemblée nationale du Venezuela a approuvé une prorogation de 15 ans pour les entreprises mixtes entre PDVSA et Rosneft, la compagnie pétrolière d'État russe. 15 ans jusqu'en 2041. Les champs pétrolifères de Boron et Petroperija, situés sur la côte ouest du lac de Maracaibo, sont restés sous contrôle russe pour presque 2 décennies de plus. Production garantie, droits assurés, contrats blindés par le droit international. Poutine n'a pas eu besoin d'un seul soldat. Il n'a pas tiré une seule balle. Il a simplement signé des papiers pendant que Trump tweetait des menaces vides. Et ce n'est que le début. Rosaru Besneft, qui a hérité de tous les actifs de Rosneft au Venezuela, après que Washington a imposé des sanctions en 2020. Contrôle des participations dans Petromonagas, Petroperija, Boquerón, Petro Miranda et Petrovoria. Toutes des entreprises mixtes avec PDVSA, toutes produisant du brut. Pendant que nous parlons, quand Trump a annoncé qu'il prendrait le contrôle du pétrole vénézuélien, la réponse de la Russie a été immédiate et dévastatrice. Rosa Rubesneft a émis un communiqué le 13 janvier 2026 déclarant que tous ses actifs au Venezuela sont propriété de l'État russe, en conformité avec les lois du Venezuela, le droit international et les accords entre les deux pays. Traduction, ceci est à nous. C'est signé et il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. La compagnie a ajouté qu'elle continuerait à remplir ses obligations envers ses partenaires internationaux et qu'elle avait l'intention de poursuivre le développement de projets conjoints au Venezuela. Et que peut faire Trump? Absolument rien. Si les États-Unis tentent de rompre ces contrats, s'ils tentent d'expulser les entreprises russes, s'ils tentent de s'approprier les actifs, la Russie peut poursuivre en justice. Et non seulement elle peut, elle va gagner. Selon des experts en droit international, si les contrats sont rompus, les entreprises lésées entameront ce qu'on appelle un arbitrage d'investissement. Les sentences iront contre le Véné. Mais le problème, c'est que l'argent du pétrole se trouve maintenant sur des comptes du Trésor américain. C'est un nœud juridique impossible à dénouer. Trump a pris le Venezuela, mais il ne peut pas toucher au pétrole russe. Il a le pays, mais il n'a pas le prix. Il a gagné la bataille, mais il a perdu la guerre avant même qu'elle ne commence. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe sur le terrain, parce que la réalité est encore plus humiliante pour Washington, la flotte fantôme. C'est comme ça qu'on appelle les pétroliers qui transportent normalement du brut russe, en contournant les sanctions occidentales. Des centaines de navires navigants sous pavillon de complaisance transportant du pétrole depuis la Russie vers la Chine, l'Inde et le Brésil. Les États-Unis ont tenté d'arrêter l'un de ces navires, le BA-1, alors qu'il se dirigeait vers le Venezuela pour charger du brut. La garde côtière américaine l'a poursuivi dans l'Atlantique pendant des semaines. Une chasse digne d'un film. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'équipage a peint un drapeau russe sur la coque.
Ils ont contacté la garde côtière par radio en s'identifiant comme un navire de nationalité russe. Et Moscou a envoyé un sous-marin et d'autres actifs navals pour l'escorter. Poutine a envoyé un sous-marin nucléaire pour protéger un pétrolier. C'est ce qu'il est prêt à faire pour son pétrole. Et Trump a fini par saisir le navire. Oui, mais seulement après que la Russie a condamné publiquement l'action comme illégale selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la M, le ministère des Transports russe a déclaré qu'aucun État n'a le droit d'utiliser la force contre des navires dûment enregistrés dans les juridictions d'autres nations. L'ironie, c'est brutal. Les États-Unis n'ont même pas signé cette convention, mais maintenant la Russie l'utilise comme bouclier juridique, pendant que Washington apparaît comme le pays qui viole le droit international qu'il prétend défendre. Et pendant que Trump célébrait la saisie d'un seul navire, des centaines d'autres continuent de naviguer. La flotte fantôme russe déplace des millions de barils chaque mois. Un navire capturé ne change rien. C'est comme se vanter d'avoir attrapé une fourmi pendant que la fourmilière continue de fonctionner. Trump a invité 17 compagnies pétrolières américaines à la Maison-Blanche. Il leur a promis 1 000 millions de dollars en investissement. Il leur a dit que le Venezuela serait le nouveau l'Eldorado du pétrole américain, la réponse des pétrolières. Darren Woods, directeur général d'ExxonMobil, la plus grande compagnie pétrolière des États-Unis, a déclaré publiquement: si nous regardons les structures commerciales et les cadres existants actuellement au Venezuela, aujourd'hui, ce n'est pas viable d'investir là-bas. Ce n'est pas viable. Les propres entreprises de Trump lui disent qu'elles ne peuvent pas entrer, que les contrats russes et chinois sont sur le chemin, que le cadre légal est un marécage impossible à naviguer. Pendant ce temps, la Russie continue de pomper, continue d'exporter, continue d'encaisser. Poutine a construit une forteresse légale autour du pétrole vénézuélien, pendant que Trump construisait des murs à la frontière mexicaine. L'un jouait aux échecs géopolitiques, l'autre jouait aux menaces vides sur Twitter. Et l'ironie la plus délicieuse, c'est que Trump le sait. Il le sait aussi qu'il a dû inviter la Russie et la Chine à acheter le pétrole vénézuélien qu'il prétend contrôler. Écoutez les mots exacts de Trump le 9 janvier. La Chine peut nous acheter tout le pétrole qu'elle veut. La Russie peut obtenir de nous tout le pétrole dont elle a besoin. Nous acheter, obtenir de nous. Trump est en train d'offrir de vendre du pétrole vénézuélien aux mêmes pays qui ont déjà des contrats pour l'extraire directement. C'est comme voler une voiture et ensuite offrir au propriétaire original de la racheter. Poutine n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit à Trump. Poutine a déjà les droits d'extraction. Poutine a déjà les contrats signés. Poutine a déjà le pétrole qui coule vers ses coffres. La seule chose que Trump a réussi, c'est de transformer les États-Unis en intermédiaires d'un business que la Russie contrôlait déjà. Laissez-moi vous peindre 3 scènes qui illustrent toute cette humiliation géopolitique. Première scène, le Kremlin. Janvier 2026. Des conseillers présentent à Poutine les chiffres actualisés de production au Venezuela. Les champs de Bron et Petroperija continuent d'opérer. Les contrats jusqu'en 2041 sont intacts. Les investissements projetés de 600 millions de dollars dans les 15 prochaines années se poursuivent comme prévu. Un conseiller demande: et l'invasion américaine? Poutine répond avec ce calme glacial qui le caractérise. Quelle invasion? Je vois seulement Trump qui garde nos investissements pendant que nous encaissons les dividendes. Les rires dans la salle sont contenus mais réels. Le tsar du Kremlin vient de résumer toute la situation en une phrase. Deuxième scène, la Maison-Blanche. Même moi. Trump est furieux. Les pétrolières ne veulent pas investir. Les contrats russes et chinois bloquent l'accès aux meilleurs champs. Les avocats lui expliquent que rompre ces accords signifierait des poursuites internationales que les États-Unis perdraient. Un conseiller suggère: nous pourrions négocier avec la Russie pour qu'elle nous vende ses participations. Trump explose. Négocier, je ne négocie pas. Je prends ce que je veux. Mais il ne peut rien prendre. Tout est signé. Tout est protégé. Tout appartient légalement à des entreprises qui répondent à Moscou, pas à Washington. L'homme qui a promis l'art du deal découvre que Poutine a conclu le meilleur deal des années avant qu'il n'arrive à la table. Troisième scène, une raffinerie dans l'état de Zulia, Venezuela à la frontière avec la Colombie. Des travailleurs russes et vénézuéliens continuent dans les opérations comme si rien n'avait changé, parce que pour eux, rien n'a changé. Les contrats disent Rosaru Basneft.
Les paiements vont sur des comptes russes. Le drapeau qui flotte au-dessus des réservoirs de stockage n'est pas américain. Un ingénieur russe commente à un collègue: Trump peut mettre des soldats à Carcasse, mais le pétrole reste le nôtre. C'est comme ça que fonctionne le capitalisme qu'ils prétendent tant défendre. Ils ont inventé les règles. Nous les avons simplement mieux utilisées. Les rires sont inévitables. L'ironie est parfaite. Maintenant, laissez-moi vous donner l'analyse profonde que aucun média corporatif n'osera faire. Ce que nous voyons n'est pas seulement une victoire russe au Venezuela, c'est une démonstration de comment fonctionne réellement le pouvoir au XXIe siècle. Trump représente l'ancien modèle force militaire, invasion, occupation, le modèle du XXe siècle, le modèle qui croit que contrôler le territoire signifie contrôler les ressources. Poutine représente le nouveau modèle contrat-investissement stratégique, positionnement légal. Le modèle qui comprend que dans le capitalisme globalisé, celui qui a les papiers signés a le pouvoir réel. Les États-Unis ont dépensé des milliards pour déployer leurs Marines dans les Caraïbes. La Russie a dépensé quelques centaines de millions en contrats pétroliers. Qui a obtenu le meilleur retour sur investissement? Poutine a assuré l'accès au pétrole vénézuélien jusqu'en 2041 en payant une fraction de ce que Trump a dépensé en une seule semaine d'opération militaire. Et voici la partie qui devrait vraiment inquiéter Washington. Ce n'est pas seulement le Venezuela, c'est le modèle que la Russie est en train de répliquer dans le monde entier. En Afrique, des entreprises russes ont des contrats d'extraction dans des dizaines de pays. En Asie centrale, les gazoducs russes dominent le transport d'énergie. Au Moyen-Orient, la Russie est maintenant un joueur clé dans l'OPEP grâce à des accords avec l'Arabie saoudite. Poutine a compris quelque chose que Trump ne comprendra jamais. Au siècle, ce n'est pas celui qui a le plus de chars qui gagne, c'est celui qui a le plus de contrats. Les États-Unis peuvent envahir n'importe quel pays du monde. Mais si les entreprises russes et chinoises ont déjà les droits d'extraction signés, l'invasion ne sert à rien. C'est comme conquérir une maison dont l'hypothèque appartient à une autre banque. Et le problème pour Trump, c'est qu'il ne peut pas changer les règles du jeu. Le même capitalisme que les États-Unis ont imposé au monde pendant des décennies protège maintenant les investissements russes au Venezuela. Si Trump rompt les contrats, il attaque le principe fondamental du système économique occidental, la sainteté des accords commerciaux. Il dirait au monde que les investissements dans des pays que les États-Unis ne contrôlent pas ne sont pas en sécurité. Il détruirait la confiance dans le système que Washington a créé. Poutine le sait. C'est pourquoi il a signé ces contrats. C'est pourquoi il a prolongé ses concessions. C'est pourquoi il a blindé chaque investissement avec des couches de protection légales. Il n'investissait pas dans le pétrole, il investissait dans un piège. Un piège qui se déclencherait exactement quand les États-Unis tentèrent de prendre le Venezuela et Trump a marché droit dedans. Laissez-moi projeter vers l'avenir parce que les conséquences de cette défaite ne font que commencer. Les pétrolières américaines n'investiront pas au Venezuela tant que les contrats russes et chinois resteront en vigueur. C'est trop de risques légaux, trop d'incertitudes, trop d'années de litiges potentiels. Cela signifie que la promesse de Trump de revitaliser l'industrie pétrolière vénézuélienne avec 1 000 millions de dollars est une fantaisie. Les entreprises qui ont le savoir-faire technique et le capital n'entreront pas dans un champ de mines légal. Pendant ce temps, la Russie continuera d'extraire, continuera d'exporter, continuera d'encaisser. Dans 15 ans, quand les contrats de Rosarubesneft expireront enfin, Poutine ou son successeur aura extrait des centaines de millions de barils, aura récupéré son investissement multiplié par 100, aura démontré que le pouvoir réel ne vient pas des porte-avions mais des avocats d'affaires. Et Trump sera un souvenir, une note de bas de page dans l'histoire de comment les États-Unis ont gagné une invasion et perdu le pétrole. La Chine est aussi en position similaire. Ses investissements au Venezuela totalisent de plus de 300 millions de dollars. Ces contrats sont tout aussi protégés. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a déjà déclaré que ses intérêts continueront d'être protégés conformément à la loi, indépendamment des changements dans la situation interne du Venezuela. Indépendamment des changements, cette phrase dit tout. Peu importe qui gouverne le Venezuela, peu importe s'il y a invasion ou pas, les contrats sont les contrats et les contrats disent Chine et Russie. Trump peut tweeter ce qu'il veut, il peut menacer ce qu'il veut, il peut envahir ce qu'il veut. Mais le pétrole a déjà un propriétaire et ce propriétaire n'est pas les États-Unis. C'est la leçon la plus importante du Venezuela. La leçon qu'aucun politicien américain ne veut admettre.
L'empire du XXIe siècle ne se construit pas avec des marines. Il se construit avec des contrats. Il ne se défend pas avec des porte-avions. Il se défend avec des avocats internationaux. Poutine a compris cela il y a des décennies. Pendant que les États-Unis dépensèrent des billions en guerres en Irak et en Afghanistan, la Russie investissait des millions en contrats pétroliers autour du monde. Et voici le chiffre qui devrait terrifier Washington. 40% du budget fédéral russe dépend des exportations d'énergie. Mais ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. Parce que cela signifie que Poutine a construit toute sa stratégie géopolitique autour de quelque chose dont le monde a désespérément besoin. Le sénateur républicain Lindsey Graham a proposé des tarifs allant jusqu'à 500% aux pays qui importent de l'énergie russe. L'idée était de forcer la Chine, l'Inde et le Brésil à cesser d'acheter du pétrole de Moscou. Mais ces pays représentent presque un tiers de la demande mondiale. Ils ne vont pas cesser d'acheter du brut russe parce que Washington l'ordonne. Ils vont utiliser des yuans, des roupies, n'importe quelle monnaie qui n'est pas le dollar. Ils vont contourner les sanctions comme ils le font déjà. La Russie produit 11 millions de barils par jour. C'est le deuxième producteur mondial. Trump peut menacer tant qu'il veut, mais il ne peut pas faire disparaître 11 millions de barils par jour du marché mondial. Et le plus ironique, le contrôle du Venezuela par les États-Unis pourrait bénéficier à la Russie. Si le pétrole vénézuélien revient sur le marché en grande quantité, les prix baisseront. Mais la Russie a des coûts de production plus bas. Elle peut survivre avec du pétrole à 40 dollars le baril. Le Venezuela a besoin d'au moins 60 dollars pour être rentable. Poutine peut supporter une guerre des prix. Le Venezuela sous contrôle américain. Non. Pendant que Trump construisait des murs, Poutine construisait des gazoducs. Pendant que Washington sanctionnait, Moscou signait des accords. Et maintenant, quand Trump est enfin arrivé au Venezuela, en pensant qu'il trouverait un trésor qui l'attendait, il a découvert que Poutine avait déjà emporté tout ce qui valait la peine d'être emporté. Les États-Unis se rendent non pas avec des drapeaux blancs, non pas avec des traités de paix, ils se rendent en acceptant que les contrats russes sont intouchables. Ils se rendent en invitant Poutine à acheter du pétrole qui lui appartient déjà. Ils se rendent en admettant que l'invasion la plus chère de la décennie n'a produit ne serait-ce qu'un seul baril de pétrole pour des entreprises américaines. Trump ne peut que regarder. Regardez comment les tankers russes continuent de charger du brut vénézuélien. Regardez comment les dividendes coulent vers Moscou. Regardez comment Poutine encaisse les fruits d'une jugada maestra que personne à Washington n'a vu venir. L'art du deal, disait-il, le meilleur négociateur, présumait-il. Poutine leur a montré comment on fait vraiment. Et savez-vous ce qu'il y a de plus humiliant dans tout ça? Trump ne peut même pas se plaindre publiquement parce que s'il admet que les contrats russes l'empêchent d'accéder au pétrole vénézuélien, il admet que son invasion a été un échec, qu'il a capturé Maduro, mais qu'il n'a pas capturé ce qui importait vraiment, qu'il a contrôlé le territoire, mais qu'il a perdu les ressources. Alors, il doit faire semblant que tout se déroule selon le plan. Il doit inviter des pétrolières qui ne veulent pas investir. Il doit offrir de vendre du pétrole à des pays qui ont déjà des contrats pour l'extraire. Il doit prétendre qu'il a gagné alors que quiconque regarde les chiffres sait qu'il a perdu. Poutine, pendant ce temps, ne dit rien. Il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Les contrats parlent pour lui. Les dividendes parlent pour lui. Les tankers qui chargent du brut parlent pour lui. Le silence du Kremlin est plus dévastateur que n'importe quel discours. C'est le silence de celui qui a déjà gagné et qui n'a pas besoin du fanfaronnet. Les États-Unis ont envoyé des Marines, la Russie a envoyé des avocats, et les avocats ont gagné. C'est la leçon du Venezuela. C'est la leçon que le monde est en train d'apprendre, et c'est la leçon que Trump ne comprendra jamais parce que son ego ne le lui permet pas. Ne clignez pas des yeux. Et si vous voulez accéder à l'analyse complète, sans censure, avec des documents que les médias n'osent pas montrer, ce contenu est disponible uniquement pour les membres. Le bouton d'adhésion est en bas. Rejoignez la communauté qui comprend ce qui se passe vraiment. Abonnez, cloche, vous savez. On se voit dans la prochaine analyse.